sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième live organisé au Palais Galliera et avec le réseau de recherche culture de mode. Aujourd'hui, nous allons vous parler des relations entre Gabrielle Chanel et le cinéma avec Marion Langlois, à ma droite, et Régis Robert qui est dans les airs, pas très loin. Tous les deux ont préparé avec nous ce live. Marion Langlois est documentaliste à la Cinémathèque et Régis Robert était chef de service, archive-chercheur à la Cinémathèque, et ils ont rédigé notamment un article sur ce thème-là, publié dans le catalogue à l'occasion de l'exposition qui se tient au Palais Galliera jusqu'au 18 juillet. Alors, le cinéma et Gabrielle Chanel, c'est un thème qui nous a paru intéressant, passionnant même, parce qu'en fait, la mode et le cinéma, la mode et les arts, comme vous le savez, entretiennent des rapports, ont très tôt entretenu des rapports très étroits. Et la mode, parce que c'est aussi un art du travestissement, c'est un jeu de vêtements, a trouvé au cinéma un espace à la fois de promotion, de publicité, et aussi un espace d'expérimentation artistique. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différentes collaborations de Chanel avec le cinéma, en France et aux États-Unis. Et vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir de nombreuses images qui ont été identifiées, collectées par Sylvie Roy, chargée du centre de documentation au Palais Galliera, et qui sont mises en ligne pendant que l'on parle par Caroline Chenu et Margot Brisson de la communication du musée. Donc Marion, merci infiniment d'avoir accepté cette petite discussion. Avec plaisir. Et je vais commencer par une question peut-être un peu générale sur, en fait, si on veut un peu contextualiser ces rapports entre mode et cinéma chez Chanel. On a déjà parlé dans un premier live des débuts de Chanel pendant la Première Guerre mondiale, ensuite du rôle du tailleur dans les années 20, 30, et encore dans les années 50. Pour le cinéma, on parle de quelle période? On sait, enfin je sais, qu'il y a deux grandes périodes de cinéma pour Chanel. Est-ce que vous pourriez nous donner déjà ce contexte? Alors en fait, c'est assez difficile d'établir une filmographie exhaustive des collaborations de Chanel avec le cinéma, tout simplement parce qu'elle n'est pas tout le temps créditée au générique du film. Mais quand on a fait ce travail de recherche avec Régis, j'en profite pour le saluer, on a évidemment remarqué qu'il y a deux grandes périodes de collaboration artistique qui sont aussi deux grandes périodes majeures pour l'histoire du cinéma. Les années 30 d'abord, avec l'avènement du parlant, l'ère du cinéma de studio, le réalisme poétique des grands cinéastes comme Marcel Carné, scénariste Jacques Prévert, Renoir, on en reparlera. Et puis les années 60 aussi qui marquent un tournant majeur dans l'histoire du cinéma, puisque c'est la nouvelle vague, avec un bouleversement total des codes établis, notamment par ce cinéma de studio. Et là, des cinéastes très connus, évidemment, Truffaut, Godard, René. Donc voilà, les collaborations de Chanel sont ponctuelles, mais dans des courants majeurs de l'histoire du cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une période de courant majeur pour la mode, parce qu'on considère que les années 20, les années 30 constituent le premier âge d'or de la couture. C'est aussi les périodes, bien sûr, qui connaissent la crise de 29, mais qui avant sortent de la guerre. On est en pleine année folle et on est vraiment dans cette envie de création. Et les années 60, c'est autre chose pour la mode, c'est l'essor du prêt-à-porter, avec les baby boomers sur le devant de la scène et une envie de trouver dans la mode une forme d'expression. Donc c'est intéressant en fait. C'est là où on voit que le parallèle entre mode et cinéma n'est pas superficiel, il existe vraiment. Alors pourquoi, peut-être une autre question, pourquoi Chanel crée des costumes pour le cinéma? Qu'est-ce qu'elle recherche? Est-ce qu'elle recherche une autre victime publicitaire comme ont été les médias, comme sont les actualités filmées au début du siècle? Ou est-ce que c'est plutôt peut-être l'envie artistique de participer, comme vous disiez, à cette aventure qui est quand même naissante à cette époque-là, le 7e art? Est-ce qu'on sait si c'est que pour des raisons commerciales ou c'est aussi une envie artistique? Alors c'est vrai que pour recontextualiser, c'est intéressant de noter que Gabrielle Chanel et le cinématographe ont le même âge, enfin tous les deux naissent à la fin du 19e siècle. Donc voilà, quand on connaît la modernité qui caractérise Gabrielle Chanel, on n'est pas très surpris de voir son intérêt pour un médium comme ça, naissant, grandissant, qui va évoluer tout comme elle au fil du XXe siècle. Quand on regarde les sources, notamment on va en reparler pour son voyage à Hollywood, on a des sources où elle réfléchit sur le costume à l'écran et elle parle de l'écran comme une vitrine en fait. Donc ça vient dans la continuité de son travail pour le théâtre. On pense que pour elle c'est un prolongement naturel, en fait il n'y a qu'un temps entre le théâtre et le cinéma,
dans cette notion de vitrine pour ses créations. Oui, en fait, c'est des médias différents qui à chaque fois permettent de montrer des modèles, un style, d'imposer un style. Et dans le catalogue, dans l'article que vous publiez dans le catalogue d'exposition de l'exposition, vous parlez de la dimension identitaire du costume de scène chez Gabrielle Chanel. Et vous disiez qu'elle a beaucoup réfléchi au costume du temps du théâtre, mais ensuite au temps du cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire, cette dimension identitaire? Alors voilà, donc on reparle de ces sources qui sont disponibles par rapport à son voyage à Hollywood. Il y a notamment un article qu'on va voir à l'écran dans un magazine très luxueux, un hebdomadaire grand public, mais avec une très belle iconographie des années 30 de cinéma. Et donc cet article s'appelle Mademoiselle Chanel nous parle de la mode à l'écran. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, elle définit la dimension identitaire du costume, le fait que le costume doit caractériser un personnage. Et elle réfléchit aussi en termes de temps entre la mode et le cinéma, puisqu'il y a évidemment un décalage entre le moment du tournage du film et sa diffusion dans les salles. Et donc elle dit que l'idée n'est pas de pallier ce décalage et d'essayer de prévoir ce que va être la mode ou ce qui sera à la mode dans 6 mois, 1 an, mais bien de caractériser, de réfléchir à un costume pour l'écran. Donc elle réfléchit aux personnages, mais aussi aux caractéristiques techniques du cinéma pour habiller les actrices. Oui, parce que c'est vraiment l'enjeu, comment être à la mode dans un film qui va sortir dans 6 mois, voire 1 an. Je ne connais pas trop la temporalité à cette époque-là, mais c'est vrai que c'est une des questions qu'on retrouve souvent à l'époque, c'est comment on fait pour pallier cette différence de temps. Et d'ailleurs, lorsque Chanel part aux États-Unis, cette grande aventure américaine, on va commencer par ça pour ensuite revenir à la situation, à l'époque, à son cinéma en France. Alors, c'est quoi cette histoire américaine? Pourquoi elle part? Et pourquoi on veut qu'elle vienne aux États-Unis à cette époque, dans les années 30? Oui, parce qu'elle est invitée en fait. Donc c'est sa biographe Edmonde Charleroux qui raconte en fait qu'elle a rencontré par l'entremise de Dimitri Pavlovitch, le grand-duc, qui était son amant au début des années 20. Donc c'est lui qui va lui présenter à la fin des années 20 Samuel Goldwyn, qui est à la tête d'une société de production, une major, la United Artists. Et Samuel Goldwyn a dans l'idée à ce moment-là de faire une éducation au bon goût, une réforme vestimentaire de ses actrices, de son studio. Donc il propose un contrat mirobolant à Gabrielle Chanel, contre $1 million. Il l'invite à venir 2 fois par an dans ses studios pour donc habiller ses actrices autant à l'écran qu'à la ville, pour qu'elles puissent être vraiment des emblèmes Chanel et donc montrer ce style vestimentaire parisien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un peu cette idée de soft power. On veut habiller des actrices américaines qui ont quand même accès à une mode qui se développe aux États-Unis, le sportswear notamment. Et Chanel a cette aura, on veut la faire venir pour qu'elle façonne des actrices à la vie, à la scène. C'est ça qui est assez intéressant. Et est-ce que c'est une aventure qui se passe bien pour Chanel? Qu'est-ce qui se passe quand elle va aux États-Unis? Alors on a trace d'un premier voyage en grande pompe en 1931 qui a été photographié, documenté. Donc elle est accueillie, elle visite les studios, mais c'est très enrichissant pour elle puisqu'elle découvre les codes, elle apprend les techniques cinématographiques, les studios, les éclairages. Bon, elle avait évidemment l'expérience du théâtre, on en a parlé, mais là ça prend une dimension nouvelle. Et puis on lit souvent qu'en fait les actrices se sont rebiffées, n'ont pas voulu se laisser imposer cette intrusion vestimentaire, mais bon, nous on pense plutôt qu'en fait le carcan hollywoodien ne lui correspondait pas, et puis bon, l'aventure a tourné court, elle n'est pas retournée, je crois qu'elle a fait 2 voyages aux États-Unis, mais elle n'est pas retournée par la suite. Ouais, c'est ça, sans source on a du mal à savoir, mais peut-être connaissant le caractère, en tout cas la personnalité de Chanel, peut-être que cette deuxième intuition est la bonne, c'est-à-dire est-ce qu'elle a pu se rentrer dans le moule américain? Peut-être pas. Donc elle revient en France au début des années 30. Enfin, elle revient en France. Elle vit en France, mais elle revient d'Hollywood. Et en fin de compte, elle va travailler dans le cinéma. Et parmi ses premières collaborations, on trouve celle avec Jean Renoir. Et elle va travailler avec lui sur 3 films. La Marseillaise en 1937, La Bête humaine en 1938 et La fameuse règle du jeu en 1939. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces collaborations avec Jean Renoir? Alors en fait, Chanel était une grande amie de Renoir.
qu'elle a sans doute rencontré par son amie Misia Serres, qui était elle-même la muse d'Auguste Renoir, le peintre, qui était donc le père du cinéaste. Et donc, en fait, on pense que voilà, c'est par amitié que Renoir lui propose ses costumes, notamment parce qu'en 1935, Chanel perd brutalement son amant Paul Iribé. Donc peut-être, ça c'est le nom de Charles Leroux qui le suppose, que c'est par amitié pour lui changer les idées qu'il lui demande la réalisation de ses costumes. Et puis aussi parce que, à cette époque, c'est ce qu'on dit dans l'article, il y a une sorte d'ébullition artistique. Toutes ces personnes évoluaient un peu dans le même milieu, une sorte de chaudron artistique et culturel. Donc, on pense que c'est comme ça, surtout les débuts dans le cinéma français. Et donc, à la Cinémathèque française, on conserve ce qu'on appelle un matériel publicitaire, qui est en fait un dossier de distribution des films pour en faire la publicité dans les salles. Et il est clairement noté sur ce mat pub, comme on dit nous, Chanel pour la réalisation des robes de Marie-Antoinette. Voilà. Et donc ensuite, pour la règle du jeu, alors là c'est vraiment un monument de l'histoire du cinéma, et c'est intéressant que, c'est peut-être pas un hasard qu'on y retrouve Gabrielle Chanel, parce que là, il lui a été commandé les 37 costumes féminins du film, de la soubrette à la tenue de soirée, absolument tous les costumes. Le film va être tourné partiellement en studio et partiellement en extérieur, Joinville et puis la Sologne pour les scènes en extérieur. Et il y a notamment au milieu du film à peu près une partie de chasse. Et là, on voit très bien les tailleurs conçus par Chanel, portés par les actrices, avec une allure très masculine, la main dans la poche. Quand on voit l'image, on pense immédiatement à Gabrielle Chanel. C'est une empreinte, c'est un style qu'on connaît ailleurs dans la presse magazine. On a parlé du tailleur dans le deuxième live, et c'est vrai que le cinéma, c'est devenu comme une empreinte que l'on voit dans plusieurs scènes. Et elle est créditée au générique de ce film, elle est comme telle, comme responsable des costumes. Absolument. Ouais. Et donc après ces 3 collaborations, elle travaille avec Marcel Carné dans Quai des Brumes, qui est aussi un monument. Par contre, cette fois-ci, son nom n'est pas crédité au générique. Non. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez la raison. Est-ce que vous avez d'autres sources qui permettent de savoir que c'est bien Chanel? Pourquoi? Certainement parce que c'est une collaboration très ponctuelle sur juste une tenue. Mais les sources, oui, sont multiples. Il y a notamment l'autobiographie de Michel Morgan, et puis les mémoires aussi de la productrice, de l'épouse du producteur éventuel, qui s'appelle Denise Tual, qui raconte avoir emmené Michel Morgan chez Chanel. Alors Michel Morgan était une jeune actrice, encore toute débutante à l'époque, mais elle avait quand même une idée de la façon dont elle voulait être habillée pour le rôle. Elle avait fait un petit croquis, une petite robe, et alors que Denise Tual explique à Chanel le personnage, l'histoire du film, Chanel écarte le croquis et dit mais pas du tout, un simple imperméable, un béret, ça suffit. Et en fait, voilà, bon, c'est un petit peu la légende racontée comme ça, mais c'est caractéristique d'un trait de génie, parce qu'en fait, aujourd'hui, cette tenue, c'est une icône de la mode, mais aussi du cinéma. Quand on tape Michel Morgan sur Google aujourd'hui, la première photo qui arrive, c'est le béret imperméable, et c'est pas anodin, ça vient de Chanel, et je trouve que c'est assez représentatif de ces collaborations, parce que c'est des éléments marquants comme ça, vraiment majeurs, mais en fait, aujourd'hui, on ne sait pas forcément que ça vient d'elle, en fait, quand on voit c'est ça. Parce que c'est une esthétique, mais quand on la voit, c'est qu'elle fait très moderne. C'est comme vous disiez, même sans connaître le film, on a sans doute cette image en tête. Et tout de suite, on peut, sans savoir que c'est Chanel, on reconnaît une certaine modernité, on reconnaît une certaine femme. Et c'est vrai que cette image, elle est quand même assez marquante. Elle est assez symptomatique d'une époque, et aussi peut-être liée à l'histoire des femmes à cette époque-là, une certaine quête d'émancipation. Et on n'est que dans les années 30, que à la fin des années 30. Et il faut ensuite attendre les années d'après-guerre, surtout les années 60, pour voir Chanel à nouveau travailler avec le cinéma, quand elle revient sur le devant de la scène en 1954.
Et parmi ces collaborations, on a celle avec Alain Resnais, et elle habille notamment les actrices de l'année dernière à Marienbad. Et comme on disait, c'est une époque très importante parce qu'on n'est plus vraiment dans le tailleur, on n'est plus dans la haute couture, on est plutôt dans le début et l'essor du prêt-à-porter, donc des modes plus courtes, marquées par la mini-jupe des années 60, le pantalon, cette quête de liberté, on parle de mode de vie, il faut que la mode elle soit une seconde peau et qu'elle ne soit pas un carcan. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans ce film-là? Est-ce qu'on sent une évolution de la mode à travers ce que Chanel propose par rapport aux tenues qu'elle proposait dans les années 30? Alors, ce qui est intéressant pour ce film, donc déjà, elle habille l'actrice Delphine Seyrig uniquement, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que racontent notamment les collaborateurs toujours en vie, l'assistant réalisateur Jean Léon et la script Sylvette Baudreau qui nous ont déposé leurs archives, c'est que les robes ont été choisies directement dans la collection Chanel. Donc, on change de niveau. Effectivement, ça va refléter plus fidèlement la mode du temps, puisque le costume n'est pas créé pour le personnage. On va chez Chanel choisir les robes du personnage. Donc, on dit vraiment quelque chose au niveau identitaire. Chanel dit quelque chose du personnage. Donc, Alain Resnais, son assistant et l'actrice ont fait la tournée des maisons de couture et ont choisi les robes Chanel qui sont exposées actuellement et que Delphine Seyrig a ensuite données à la Cinémathèque. Enfin, après le tournage, elle les a conservées, puis elle les a données un jour à la Cinémathèque française. Donc il y a une magnifique robe en soie noire et une autre en lamé doré. Et les documents qu'on conserve à la Cinémathèque, les documents de travail, les archives des techniciens, sont très parlants puisqu'ils sont très annotés. Et notamment, les robes sont très présentes. Enfin, on a des listes de costumes, on appelle ça un dépouillement en termes techniques, un dépouillement costume où les robes sont clairement identifiées. Ce qu'il faut savoir, enfin, je ne sais pas si vous avez ce film en tête, il est assez compliqué au niveau narratif. La chronologie est hachée, on est un peu entre fiction et réalité, c'est assez... c'est irracontable, c'est assez difficile à suivre, mais bon, c'est aujourd'hui un monument aussi du cinéma français. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les robes de Delphine Seyrig, qui s'appelle A dans le film, c'est dire à quel point voilà, ça nous sert, enfin ça sert aux spectateurs de repère en fait, dans la chronologie et dans la narration du film. C'est pour ça qu'en fait les documents sont autant annotés et que les costumes apparaissent dans les documents de travail, c'est parce que c'est un vrai repère pour la script de savoir, voilà, donc on est en telle période de l'histoire, donc elle porte telle robe, et là ça prend une c'est intéressant parce que c'est quand même comme un ancrage, ça contextualise absolument par rapport à la narration, par rapport à l'évolution de l'intrigue. Donc en fait c'est une dimension intéressante, le costume là, il a un côté très marketing, parce qu'on pioche dans la boutique de chez Chanel. Donc il y a un côté très, en fait, on ne crée plus un costume pour une pièce, on utilise quelque chose qu'on vend normalement, donc je trouve que la frontière, c'est intéressant que la frontière soit un peu plus floue, mais il y a aussi cette idée de vêtements qui contextualisent, qui permet de suivre une narration compliquée. Voilà. Donc ça donne vraiment une importance un peu, enfin pas différente, mais oui, un peu nouvelle aux vêtements. Il a un rôle... Et alors d'autant que par rapport à cet aspect marketing, ça a vraiment lancé une mode qu'on a appelée à la Marienbad par la suite, parce que ce film a eu un tel succès que tout le monde voulait s'habiller à la Marienbad. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle souvent d'Instagram ou des séries de télévision ou par exemple Emily in Paris sur Netflix où apparemment toutes les pièces qu'on a vues à l'écran étaient sold out très rapidement. En fait, c'est pas nouveau et ça qui est aussi intéressant, c'est que déjà à l'époque, même si sans doute la diffusion des vêtements n'était pas aussi fréquente, il y a aussi cette envie de ressembler à ce qu'on voit sur l'écran. Oui, et on retrouve cette idée de vitrine en fait. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est une vitrine, et vous disiez en fait que lorsque l'on regarde le film, est-ce qu'on le sent cet aspect marketing? Est-ce qu'on sent que c'est un peu. Bon, voilà, c'est Chanel de A à Z. Alors, il faut vraiment revoir le film pour juger. Mais. Alors, c'est pas Chanel de A à Z. C'est ça qui est intéressant, c'est que les autres costumes sont créés par Bernard Hévin, qui va devenir un éminent décorateur du cinéma français. Donc ça nous a intéressé de voir qu'il avait un début de carrière de costumier. Il a lui aussi, on a un très gros fond à la Cinémathèque le concernant au niveau des décors. Et en fait, les robes Chanel se complètent en fait. Donc ça donne un tout, une cohérence.
et voilà, mais on identifie très clairement, grâce aux documents d'archives, quelles sont les robes Chanel. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et ça me fait penser, parce qu'en parlant de marketing, on revient un peu à l'idée du début. Est-ce que Chanel va dans le cinéma pour vendre plus, ou est-ce qu'elle veut expérimenter ce nouveau média, mais en fait, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'actrices portent du Chanel, sont un peu des porte-manteaux Chanel. Bon, ce qui n'est pas nouveau, parce que début du fin 19e, pour des pièces de théâtre, on a ça, Poiret notamment. Mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on a quelques actrices qui sont un peu les muses, pas les muses, mais en tout cas les mannequins vedettes de Chanel? Alors oui, là c'est vraiment le tournant des années 60 avec le succès du tailleur Chanel, et ça se voit dans nos collections photos notamment, des actrices sont habillées en tailleur Chanel. Il y a des photos très célèbres. Delphine Seyrig qui reporte du Chanel à l'écran d'ailleurs chez Truffaut, qui est en tailleur dans Les Évolés. Mais autant à la ville qu'à l'écran, on voit des photos de Jeanne Moreau, il y en a une très belle dans le catalogue, Anouk Aimée, qui portent le tailleur Chanel. Et là, on change aussi de dimension, puisque c'est autant à la ville qu'à l'écran, et c'est comme ça que le costume arrive dans cette même lignée que Marianne Bad, où on pioche directement dans la collection. Le costume Chanel, le tailleur Chanel arrive à l'écran en tant que costume, mais parce qu'il fait partie de la garde-robe des actrices. Et il y a un cas qui est intéressant, c'est celui de Romy Schneider, sur lequel on travaille d'ailleurs actuellement à la Cinémathèque, puisqu'on prépare une exposition l'année prochaine sur cette actrice. C'est Visconti, le cinéaste, qui est lui aussi un grand ami de Chanel. Bon, je ne vais pas développer, mais Chanel l'a présenté à Renoir dans les années 30, et c'est sans doute comme ça qu'il a commencé au cinéma, et donc ils sont restés très liés. Et Visconti va demander à Chanel pour le tournage du Travail en 1961 de relooker, on dirait aujourd'hui, Romy Schneider, qui dans l'image de tous avait porté en elle le personnage de Sissi. Elle le dit elle-même, elle parle de petite amande bien joufflue avec des robes, c'est pas moi qui la caractérise comme ça. Et le Visconti, du coup, demande à Chanel ce même, un peu comme Goldwyn pour Hollywood, en fait, d'agir, de faire une réforme vestimentaire, et Chanel transforme Romy Schneider en femme moderne, et dans ce film, tout transparaît, tout est Chanel. C'est comme une pub Chanel, parce que Romy Schneider évolue en Chanel, se change, bouge, on voit les matières bouger, c'est très joli, et on voit le parfum Chanel évidemment, et puis Romy Schneider cite Chanel, puisque à un moment on lui demande c'est beau ce que tu portes, c'est nouveau, oh non, je l'ai acheté il y a un mois, c'est Chanel. Oui, c'est même plus du costume, c'est vraiment de la mode, et c'est que c'est intéressant de le voir en tant que décor, en tant que vêtement, dans le dialogue, vous disiez, et ça je trouve ça, en fait Chanel est devenue partie intégrante des industries culturelles. Et ça renvoie à cette idée de dimension identitaire dont vous parliez au début. Ça contribue à une identité de l'actrice, mais aussi de la femme derrière l'actrice. Voilà. Cette idée qu'après Sissi, il faut quelqu'un qui puisse refaçonner cette jeune actrice, et on pense à Chanel, ce qui donne encore plus de poids à cette idée que Chanel était quand même cette grande personnalité qui était quand même devenue importante du point de vue de façonner des actrices. Absolument. Puis là, on arrive à la fin de la vie et de la carrière de Chanel, et c'est ce qu'on dit dans l'article, c'est que finalement, Chanel est une définition de la femme moderne. Donc ça transparaît directement à l'écran. En termes vraiment précis cinéma, on parlait de Chanel est dans la diégèse en fait du film, c'est-à-dire qu'elle est présente au même titre qu'un personnage. C'est ça, alors qu'à l'époque, il y a quand même d'autres couturiers, je pense à Yves Saint Laurent, il y a quand même d'autres personnes qui émergent, mais elle est encore cette figure incontournable à qui on fait appel, parce qu'elle peut changer une image, un film, et oui, donner le ton, donner une identité. Et en plus, j'imagine qu'en plus à l'époque, des films sont beaucoup plus diffusés, à l'étranger aussi, donc ça façonne aussi cette image de mode parisienne très puissante. Même si sa célébrité n'est plus à construire, mais effectivement... Et 30 ans après Hollywood, en plus. Voilà. 30 ans après son aventure un peu qui a tourné court, donc c'est un peu une revanche sur... Voilà. Et puis c'est une belle évolution de
de la création d'un costume pour le film à finalement elle n'a même plus besoin de créer pour le film puisqu'elle est finalement elle-même le costume porté du Chanel, ça veut dire quelque chose. C'est un élément de l'action du personnage. Et, oui, c'est quand même une belle évolution. Voilà. Elle a pris beaucoup d'importance dans le cinéma français et puis auprès des actrices. Et on sait que d'un point de vue médiatique, c'est quand même très important à l'époque. L'image devient plus puissante que jamais. Donc, c'est un autre sujet, mais ça s'est poursuivi par la suite, encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, encore avec beaucoup plus d'écran. Non, mais écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un tour assez intéressant de ces relations. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir l'exposition au Palais Galliera qui se prolonge jusqu'au 18 juillet. Donc voilà, le temps passe vite. Vous pouvez aussi lire le catalogue et notamment cet article que vous avez écrit avec Régis sur ces relations mode et cinéma, et un article très riche avec beaucoup de sources et de l'icono, parce que je trouve que ça aide beaucoup à l'esprit pour imaginer, pour voir. Et on terminera en rappelant que donc les deux actualités, les deux prochaines expositions à la Cinémathèque, donc déjà en octobre, Cinémode par Jean-Paul Gaultier, peut-être je vous en laisse dire 2-3 mots, et Romy Schneider. Oui, voilà, Cinémode qui donc se prépare pour le mois d'octobre. Le commissaire est Jean-Paul Gaultier qui a choisi, c'est une vision de Jean-Paul Gaultier sur le costume de Après la vision Chanel, la vision Jean-Paul, je trouve que c'est assez encourageant. Et en 2022, l'exposition Romy Schneider. Romy Schneider, voilà, donc on poursuit dans ce thème avec un grand plaisir de la mode et du cinéma. C'est un beau sujet. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Palais Galliera de nous avoir accueillis dans cette bibliothèque pleine de bonnes ondes. Et à bientôt pour un prochain live consacré à Chanel et à Jean Cocteau. Encore un très beau programme. Merci beaucoup. Merci.